Somnifère, le podcast. Cher ami, venez ce soir à 11h. La porte du jardin sera entr'ouverte. Vous n'aurez qu'à la pousser doucement. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 17 octobre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une mystérieuse lettre que reçoit un fonctionnaire à son bureau. Contre toute attente, au beau milieu de la nuit, le jeune homme décide de se rendre au rendez-vous. C'est une histoire de Léon Bois intitulée « Le réveil d'Alain Chartier ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Mettez-vous à l'aise, ajustez votre drap ou votre couverture et quand vous le souhaitez, fermez les yeux. On va commencer par prendre ensemble une longue inspiration en gonflant à la fois le ventre et les poumons. Et on relâche toutes les tensions à l'expire. Vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, répéter l'exercice une seconde fois. Portez à présent votre attention sur le sommet de votre tête et plus particulièrement sur l'espace au milieu de votre cuir chevelu. Pendant un petit moment, focalisez entièrement votre attention sur cet espace et observez simplement vos sensations. À présent, dessinez mentalement un petit cercle à cet endroit. Et continuez d'observer vos sensations tout en portant votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Imaginez à présent un pouce se poser dans votre petit cercle et y exercer de petites pressions, délicatement, avec douceur. Observez simplement vos sensations en profitant simplement de cet état de calme qui s'installe. Laissez à présent votre cercle lentement s'agrandir et venir envelopper et détendre chaque partie de votre corps. D'abord votre cuir chevelu,
puis votre visage, vos épaules, votre poitrine, votre ventre, vos hanches, vos cuisses, vos mollets, et enfin vos pieds. Prenez un instant pour simplement apprécier l'état de calme et de sérénité dans lequel vous vous trouvez. Et pendant la prochaine minute, portez simplement votre attention sur votre respiration et sur les mouvements de votre ventre qui vous berce à l'inspire et à l'expire. Notez comme votre corps semble se détendre toujours un peu plus à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Cher ami, venez ce soir à 11 heures. La porte du jardin sera entr'ouverte. Vous n'aurez qu'à la pousser doucement. Je vous attendrai sous le berceau. Mon mari est absent pour 2 jours et il a emmené le chien. Tant pis si je me perds. Je vous aime et je veux être à vous. Signé Rolande. En recevant ce billet, le jeune Duputois devint si pâle que ses collègues supposèrent une catastrophe. Étant fort discret, il serra scrupuleusement le message dans le coin le plus mystérieux de son portefeuille et parla, balbutiant un peu, d'une menace de créancier. Mais il lui fut impossible de se remettre au travail. La lecture de ces quelques lignes l'avait rompu, émietté. Il éprouva le malaise physique d'un homme qui n'a pas mangé depuis 2 jours. Tête vide, articulations douloureuses, fébrilité. Il eut un tison au creux de l'estomac, un battement de cœur insupportable et la boule hystérique dans l'œsophage. C'est une remarque banale,
que le trouble de l'amour procure aux jeunes gens, et même aux vieillards. Les sensations du condamné qu'on va traîner à la guillotine. Florimond Duputois n'était plus assez jeune pour faire de la psychologie. Il avait depuis plusieurs jours déjà dépassé 20 ans et ne songeait pas à s'analyser. Il constata seulement que la peau du crâne lui faisait très mal et que ses jambes flageolaient. Enfin, se disait-il, pourquoi cette lettre? Je n'ai rien fait en somme pour la séduire, cette jolie femme. C'est tout au plus si je lui ai parlé 2 fois cela seul, et je suis bien sûr qu'elle a dû me prendre pour un idiot. Il est vrai que je ne suis pas plus dégoûtant qu'un autre, surtout lorsque je dis des vers après dîner. Je conçois même très bien qu'une femme à ce moment-là puisse avoir un emballement, une toquade. Mon Dieu, oui, pourquoi pas. Mais tout de même, cette lettre est un peu raide, et je trouve que le rendez-vous manque par trop de préliminaires. Il se moralisa toute la journée, se fit à lui-même les plus sages remontrances, car ce jeune homme se nourrissait exclusivement des racines de la vertu. Le mari était un ancien ami de la famille qui l'avait utilement protégé. Il lui devait son emploi au ministère, la promesse d'un brillant avenir, un assez grand nombre de relations agréables, et il dînait chez lui plusieurs fois par mois. Il ne pouvait qu'occupier cet homme sans se plonger tête en avant dans un puits d'ordures. C'était le déshonneur certain, absolu, l'acte le plus bas et le plus fétide, une trahison à ne plus jamais relever la tête. En conséquence, il prit la résolution généreuse d'aller au rendez-vous. Oui, certainement, il irait et on verrait bien ce qu'il avait dans le ventre. Il parlerait de la bonne sorte à cette épouse inconsidérée qui n'hésitait pas à lui sacrifier son honneur. Il saurait lui faire sentir l'énormité de sa faute et les inconvénients effroyables d'une liaison si dangereuse. Enfin, il la rejetterait dans les bras toujours ouverts de son mari, cet homme de bien qui ne saurait jamais qu'il avait été sur le point de subir le dernier outrage. Il s'enflamma bientôt à la pensée de reconnaître ainsi les bienfaits de son protecteur. Ah, elle en avait eu de la chance de tomber sur lui. Elle aurait tout aussi bien pu se livrer à quelque imbécile ou à quelque goujat qui n'eût pas manqué d'en abuser, de flétrir cette fleur penchée qui avait tant besoin qu'on la soutînt, qu'on la ranimât. Combien d'autres, à sa place, ne verraient là qu'une occasion de satisfaire leurs sales instincts, de triompher en leur vanité de dindons, et qui déjà, sans aucun doute, eussent crié par-dessus les toits la déchéance d'une malheureuse égarée, victime de son enthousiasme. Il s'échappa de son bureau un peu avant l'heure, courut chez un coiffeur, et enfin prit l'omnibus d'Auteuil. La petite porte du jardin de madame Roland était entr'ouverte en effet. L'allée, à peine visible près du seuil, se perdait aussitôt dans la profondeur des massifs. Mais ayant été souvent admis à promener son inspiration dans ce labyrinthe, il en connaissait, comme on dit, tous les détours. Refermant donc la porte derrière lui, il s'avança d'une allure processionnelle, ressaisi de tout son trouble, et la grosse cloche de son cœur sonnant à toute volée. Le silence était aussi profond qu'aurait pu le désirer ou le craindre un malfaiteur dans ce quartier sédatif habité par des malades ou des millionnaires très précieux. À peine au loin, dans la direction du point du jour, quelques rumeurs vagues et la plainte prolongée d'un de ces chiens mélancoliques de mal d'aurore que tourmente l'infini. À mesure qu'il approchait du berceau d'Aristoloche et de Chèvrefeuille où l'attendait l'épouse coupable, son assurance diminuait, sa marche devenait plus incertaine, son tremblement plus irréprimable.
À la fin, ses dents claquèrent avec tant de force qu'il craignit d'éveiller les petits oiseaux, et il se sentit tellement pâlir qu'il se demanda s'il n'allait pas teinter les feuilles de sa pâleur à la manière d'un poisson phosphorescent. Une main tout à coup se posa sur son épaule. « Je suis là, mon cher amour », disait la voix de Madame Roland. Et presque aussitôt, les deux bras de cette femme sans délai se nouèrent autour de son cou, pendant qu'un baiser de vie ou de mort lui mangeait l'âme. Ah, le vorace et fauve baiser que c'était là. Le jeune homme avait tout prévu, excepté ce baiser fougueux, inapaisable, éternel. Ce baiser odorant et capiteux, où passaient les parfums féroces des fleurs du mal, les volatiles détraquants de la venaison et les exécrables poivres du désir. Ce baiser qui avait des griffes comme un aigle et qui allait à la chasse comme un lion. Ce baiser qui entrait en lui de la même façon qu'une épée de feu, qui lui mettait dans les oreilles toutes les sonnailles des béliers ou des capricornes des montagnes. Cet épouvantable baiser d'opium, de folie furieuse, d'abrutissement et d'extase. Duputois roulait aux abîmes lorsqu'un bruit de pas se fit entendre. Les ténèbres étaient absolues, impossible de distinguer quoi que ce fût. Deux mains furieuses le repoussèrent et faillirent le jeter à terre. Madame Roland, se débarrassant du pauvre diable, avait bondi en arrière, et maintenant il entendait le chuchotement de deux personnes qui s'éloignaient rapidement vers la maison. Craignant d'exhaler un souffle et n'osant bouger de son poste, il demeura immobile plus d'une heure dans l'obscurité, espérant il ne savait quoi. À la fin pourtant, rompu de fatigue et gelé par les étoiles, il regagna la porte du jardin toujours entrebâillé et aussi déconfit et courbattu que le puisse être un adolescent plein de soliloques et de prosodies. Le lendemain, on le fit demander à l'antichambre de son ministère. Il se trouva en présence d'un très bel homme, suffisamment athlétique, ayant l'air d'un officier de cavalerie et de la politesse la plus exquise. Il lui parla en ces termes. « Monsieur, une erreur de suscription a mis hier entre vos mains un billet de femme qui m'était destiné. Il est inutile, je pense, de vous rappeler le contenu de ce message. Je vous prie même de l'oublier soigneusement. En recevant de mon côté les quelques lignes qui eussent dû vous parvenir, j'ai deviné fort heureusement la substitution d'adresse, et j'ai pu arriver juste assez tôt pour en conjurer les suites funestes. On vous sait galant homme, et je compte que vous allez, en échange de la lettre que voici, me restituer sur le champ l'autographe qui m'appartient. J'ajoute, bien inutilement à coup sûr, monsieur le poète, que la maîtresse de César ne doit pas être soupçonnée. » Cette dernière phrase, trop claire, était appuyée d'une façon tellement significative que le chétif, incapable d'expectorer une diphtongue, s'exécuta. Mais quel était le contenu de l'autre missive? Le voici. Monsieur Duputois, je vous serais infiniment obligé de vouloir bien à l'avenir m'épargner l'honneur de vos dédicaces dans les petites revues. Vos poésies sont incontestablement délicieuses, mais j'avoue ma préférence pour une humble prose et le rôle de muse ne me convient pas. Agréé, etc. Cette insignifiante aventure est arrivée à Florimond Duputois. De plus en plus protégé, il continue ses chants au ministère. On assure qu'il sera promu chevalier le 14 juillet prochain.
Bonne nuit. Bonne nuit.